Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Quand on regarde son parcours, on se dit « Ah oui, quand même !» Et puis après, on regarde son âge et on se dit « Ah, déjà ?» Tout a commencé en Pologne, pays de sa maman, où elle est née, et a découvert la voile là-bas. 49er, laser, et puis cette tête visiblement bien pleine s'est envolée pour Londres, où pendant 4 ans, elle a bûché sur la science des matériaux et le génie nucléaire à l'Imperial College of London. La voile, en parallèle, toujours, elle développe son art de la régate, fera même 3e du championnat du monde universitaire. Elle bouge encore, atterrit cette fois à Paris et décroche un doctorat en physique fondamentale à l'école polytechnique. Et là, comme moi, vous vous dites « Ah oui, quand même !» En parallèle, elle pratique le motte international, beaucoup. 2e femme française, 9e mondiale. Parce que les bateaux volants, c'est son truc. L'innovation, son dada. Avec Benoît Marie, vainqueur de la Mini Transat en 2013 et ingénieur rencontré sur le circuit motte, elle va pouvoir allier ses passions, imaginer, innover, créer et naviguer sur un prototype, un mini destiné à voler sur toutes les mers. Sam Manuard sera de l'aventure. En 2023, elle fait la mini sur leur mini à foil. L'année suivante, elle sera une grande animatrice de la course Les Sables, les Açores, les Sables, la révélation même peut-être bien, et battra le record de vitesse des 24 heures avec 322,7 milles parcourus. Les frontières sont repoussées. Elle exulte. Cette année, elle passe la barre du mini à Benoît, mais reste sa co-skippeuse. Elle sera, elle, au départ de la Transat Café l'Or avec Aina Bossa, en classe 40, après avoir remporté la sélection Cap pour elle. Caroline Boule est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Caroline. Bonjour Hélène, je vais très bien, merci. Comment tu vas? Dis donc, on a l'impression que c'est un peu une vie à 100 à l'heure tout ça, non? C'est ça? C'est sûr que je m'ennuie pas beaucoup. Il faut aller vite, c'est important d'aller vite? Moi, je pense qu'il faut aller vite parce que si on va vite, on peut en faire beaucoup. Et puis l'idée, c'est de toujours avancer, toujours apprendre et en faire un maximum. Je crois que j'avais lu une phrase construire son bateau à 20 ans et pas dans 20 ans. C'est un peu ton mantra, ça? C'est un peu ça. Moi, je pense que ce qu'on rêve de faire aujourd'hui, il faut le faire, il faut pas le repousser. On n'a qu'une vie, il faut en profiter au maximum. Alors, je vais commencer par ma question rituelle, Caroline. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds? Moi, je pense que les femmes ont vraiment une place dans la voile. C'est ce qu'on voit avec pas mal de personnes, avec MacArthur, il y a énormément de navigatrices qui ont super bien navigué, qui ont super bien performé depuis des années. La seule chose, c'est qu'on est moins nombreuses que les hommes. Ça veut pas dire qu'on est moins bonnes. Ça veut juste dire que qu'on a notre place et qu'il faut que petit à petit, on le montre aux autres femmes et on les motive à venir nous rejoindre. Moins nombreuses parce que moins eu l'occasion de grandir et d'évoluer dans ce milieu? Je pense, et je pense que c'est aussi beaucoup des barrières mentales que les femmes se mettent. C'est une histoire d'exemple, c'est-à-dire que si on voit 3 ou 4 femmes sur une course sur 100 candidats, on se dit « Ah, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est peut-être pas un sport de femme ».
Et donc, ça montre pas forcément l'exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent elles-mêmes des barrières. C'est beaucoup de femmes, en fait, qui se mettent elles-mêmes des barrières, alors qu'en réalité, elles ont totalement leur place. Donc c'est un peu ce que j'essaye aussi de dire à mes copines, c'est que il faut se lancer. Si c'est ton rêve, vas-y, ose. Ose, c'est bien ça. On va revenir, au début, donc on le disait, tu es née en Pologne, tu es franco-polonaise, hein. Ça commence comment cette histoire-là? Ça commence sur les lacs polonais, les Masuries, où j'ai pas mal navigué avec ma maman quand j'étais petite. C'est ta maman qui est polonaise, hein? Exactement, c'est maman qui est polonaise. Et puis elle est fan de voile depuis petite, elle faisait pas mal de croisières avec ma sœur et moi. Et puis petit à petit, en fait, j'ai vraiment pris goût. J'ai continué ensuite en vacances en France. Je suis allée au Glénan pas mal. J'ai passé mon monitorat à 17 ans. Et là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment mon sport, c'est ce que j'adore faire. Mais du coup, j'ai commencé la compétition très tard, seulement à 18 ans, donc l'année suivante, en parallèle de mes études d'ingénieur. Parce que j'ai eu de la chance d'être dans une école, dans une université anglo-saxonne qui aide beaucoup les sportifs dans tous les domaines. Donc si tu te débrouilles bien, et pas uniquement les sportifs, si tu te débrouilles bien en sport, en musique, en art, en tout ce que tu veux, ils vont t'accompagner. Et c'est vraiment la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai passé des sélections qui se sont bien passées, ils m'ont financé ma première année, ma deuxième année, et puis de plus en plus loin. Et ça m'a permis d'aller un peu à l'international et vraiment développer cette passion. Alors, on va y revenir évidemment à cette période, londonienne, mais quand même, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une navigante qui a grandi en Pologne. Ça ressemble à quoi les navigations sur les lacs? Bah, c'est vraiment différent de ce que je vois ici à Lorient, parce que en fait, c'est des lacs qui sont tous connectés, donc ça reste un très gros plan d'eau, mais connecté par des petits canaux. Donc c'est assez amusant, en fait, on peut naviguer pendant des jours sans revenir au même endroit, mais ça reste des lacs et en fait on navigue sur des gros dériveurs. Parfois il faut passer sous un pont, donc on doit démater. C'est le genre de choses qu'on n'imagine pas par ici. En fait, on démate le bateau pour passer sous le pont, puis on le remate, et puis on continue, alors que c'est des bateaux qui font 12 mètres, donc c'est assez amusant. Au-delà de cette passion qui va se réveiller, et se révéler, ici et grandir évidemment après, ça t'apprend quoi ces navigations-là? C'est quoi le plaisir à l'époque? Moi, ce que ça m'a vraiment appris, c'est le plaisir de l'aventure, de se contenter de peu. En fait, on était hyper heureux en famille à ce moment-là parce qu'on était entre nous. Il faisait beau, on s'arrêtait, on faisait un feu, on dormait soit en fait en mettant notre bateau à l'ancre, mais dans une espèce enfin, de plantes aquatiques. Enfin, c'était pas du tout la même chose et c'était se contenter de peu et vivre avec ce qu'on a au proche de la nature. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial. Ce côté aventurière, tu l'as toujours? Je pense, mais je pense que à ce côté aventurière, c'est un peu greffé le côté compétitrice maintenant, qui au final me tient vraiment à cœur. Hein. C'est un peu avec ça que je respire. Hein. J'adore la compétition dans tous les domaines et c'est vraiment ça qui me pousse à aller toujours plus loin. Qu'est-ce qui va, t'amener à Londres? Alors on l'a dit, hein, je vais me remettre, pardon, le texte sous les yeux pour pas dire n'importe quoi. La science des matériaux et le génie nucléaire, à l'Imperial College of London, c'est ça? Il y avait quoi dans ta tête, hem, en allant dans cette école, là? Pourquoi cette, filière-là? Est-ce qu'il y avait déjà des idées, de travail? Parce que ça a l'air, très réfléchi, en fait, ce parcours. Alors, d'un côté, c'est réfléchi, et d'un autre, je pense que je me donne pas mal l'opportunité de saisir des opportunités qui viennent au fur et à mesure. Et en réalité, je suis partie à Londres parce que je trouvais que le modèle anglo-saxon était génial, dans le sens où il te permettait de faire plein de choses à côté, tout en étant une bonne école. Donc c'était ça un peu mon idée. J'avais postulé aussi à d'autres écoles, notamment à l'EPFL en Suisse pour les mêmes raisons. C'est que je pense que c'est des écoles qui permettent de faire pas mal de choses, qui ont déjà un bon niveau, mais en plus de permettre de faire des choses à côté. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et puis j'avais pas décidé que l'ingénierie c'était ma voie. Je me suis juste dit que je sais pas exactement ce que je veux faire. Moi, j'adore la voile. Je sais pas exactement ce que je veux faire. Faut que je trouve un métier. Et donc, ce qui me paraît le plus logique, ce serait de faire de l'ingénierie. En plus, j'adore le côté innovation et tout ça. Et puis, je verrai au fur et à mesure. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. J'ai choisi au début la science des matériaux parce que c'est ce qui me semblait le plus pertinent. C'était ingénieur et sciences des matériaux pour avoir un peu le côté composite. Voilà, tout ce qui est dans les bateaux, les voiles. Enfin voilà, je me disais que
il y avait une certaine logique derrière, sans pour autant avoir tout tracé ma voie. Surtout qu'il y a tout ce qui est ingénierie nucléaire qui est arrivé par-dessus, juste parce que en cours de route, je me suis dit, ah, c'est intéressant, pourquoi pas essayer? Et puis, j'ai fait un ou deux cours, et puis ça m'a plu, donc j'ai un peu dévié. Puis après, je suis revenue sur ma voie un peu plus tard. Donc, je pense que je me suis toujours laissé un peu la place d'être guidée par les imprévus et les bonnes opportunités. Et donc là, il y a cette, en parallèle, bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette opportunité de découvrir la compétition et d'entrer dans ce monde-là. Alors, c'était quoi? C'était le club de voile universitaire de la fac? Exactement. En fait, ce qui est génial là-bas, c'est qu'il y a des équipes de voile dans chaque école. Et il y a un circuit universitaire qui est hyper développé. Donc chaque école, chaque université a sa propre équipe ou plusieurs équipes. Et puis ils vont régater ensemble dans tout le Royaume-Uni, dans tout un circuit hebdomadaire. En fait, il y a une compétition par semaine à un endroit différent. Et puis ensuite, les meilleurs sont invités à partir à l'international. Et c'était génial. Et du coup, moi, je suis arrivée en me disant, bon, j'aime bien la voile. Mais à ce moment-là, je faisais pas encore de compétition. Donc je me suis dit, j'aime bien la voile. Il y a des sélections la semaine prochaine. J'ai des amis qui m'ont dit, bon, bah, je vais essayer. On va voir comment ça se passe. Et puis il y avait 3 ou 4 équipes à ce moment-là dans mon école. Donc je me suis dit, au pire, je finirai dans la dernière équipe, mais ça sera toujours sympa. Et au final, bon, j'ai bien réussi les sélections. J'étais prise dans la première équipe et je me suis laissée un peu entraîner là-dedans. Et j'ai régaté partout. On a super bien réussi. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai vraiment adoré ça et ça m'a ouvert des nouvelles portes, des nouvelles opportunités que j'ai saisies. Vous naviguez sur quel genre de bateau? Ça s'appelle des Firefly. Ça ressemble pas mal au 420. C'est en double et le circuit est assez particulier parce que c'est du team racing, donc c'est de la régate par équipe et c'est comme du match race mais avec 3 bateaux contre 3. Donc en fait c'est un match et l'idée c'est pas d'arriver premier et je trouve ça vraiment intéressant comme logique aussi. C'est pas d'arriver premier, c'est juste d'avoir le moins de points possible dans son équipe. Donc il faut que en cumule les 3 bateaux de notre équipe aient le moins de points possible. Donc typiquement si on arrive premier on a 1 point, mais si on arrive 6e on a 6 points. Donc ça sert à rien d'essayer de gagner si notre coéquipier arrive dernier. Il faut essayer de jouer avec les règles pour le faire passer. Et c'est super intéressant, je trouve, comme mentalité. Ça permet de bien développer tout ce qui est logique et puis connaissance des règles, stratégie. On disait là sur le palmarès de cette époque-là, il y a cette 3e place au championnat du monde universitaire. Est-ce qu'il y a un moment qui reste? Est-ce qu'il y a dans ces 4 ans de voile, ces 4 ans de découverte de la compétition et de cet amour qui va grandir chez toi, est-ce qu'il y a eu un moment particulier? Est-ce qu'il y a eu une épreuve révélatrice pour l'après? En fait, c'était bien avant ce moment-là. C'était au moment où on était au régional, qui se faisait dans des conditions pas possibles. En France, on n'imagine même pas naviguer dans ces conditions-là parce que c'était en février, sur un lac. Le lac était gelé. Du coup, ils ont sorti des bateaux à moteur. D'abord, ils ont cassé la glace avec Mais non. Après, ils ont mis des bateaux à moteur. Ils sont fous, les Anglais, c'est vraiment drôle. Pour casser la glace. Et après, ils nous ont envoyés sur l'eau. Et c'était la première compétition. On a vraiment bien gagné. On a vraiment bien navigué. Et puis, on a gagné les régionales. Donc, ça nous a permis de nous qualifier d'office pour les nationales, parce qu'il y a tout un système de qualification. Et là, on s'est dit qu'en fait, on est bon dans notre équipe. Et puis, on était tous super motivés et surtout, tous vraiment très proches, très soudés. Et pour moi, cet esprit d'équipe, c'est vraiment important, de sentir qu'on n'est pas seul, mais qu'on est vraiment bien entouré. Et c'est le tout qui fait la performance, en fait. Tu sors forte de quoi de ces 4 années londoniennes? Alors bien sûr, hein, au-delà du diplôme en poche, au-delà de cette expérience en voile et dans la compétition. Je me suis surtout fait de très très bons amis. Moi, je pense que c'est ça que je garde. C'est mes amis du club de voile, ça va rester mes amis pour la vie. C'était à ce moment-là que j'ai vraiment découvert la compétition et puis on est tous tellement proches que là, on continue à se voir régulièrement. Et je pense notamment aux filles, en fait. J'ai rencontré des navigatrices là-bas qui sont incroyables et extrêmement soudées. Et c'est vraiment toujours un peu comme les 3 mousquetaires, enfin une pour toutes, toutes pour une, quoi. Et je trouve ça génial comme mentalité. Il y avait une culture, tu senti une culture différente un peu de la voile là-bas en Angleterre? Oui, je pense que les Anglais sont beaucoup plus durs dans leur tête. C'est-à-dire que peu importe les conditions, on y va. Et puis, je pense qu'il y a une meilleure lecture peut-être, en tout cas une lecture différente de la météo. Donc c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est l'organisation de course qui décide si la météo permet ou pas de lancer une course. Là-bas, c'est chacun décide pour soi-même. Donc typiquement, si c'est notre première régate et il y a 30 nœuds,
et ben on n'y va pas et c'est pas grave. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet d'apprendre à naviguer en bon marin. Par contre, s'il y a 30 nœuds, la course, elle va quand même partir pour les meilleurs, pour ceux qui en ont déjà fait 50 de manches comme ça. Et je trouve ça sympa parce que ça permet vraiment d'apprendre à bien se connaître et puis savoir quand c'est notre moment ou pas. Et il n'y a pas vraiment de jugement, même si on décide qu'on a peur, c'est pas grave, c'est comme ça. Et toi, ça t'a appris quoi sur toi déjà? Et qu'est-ce qui te sert encore aujourd'hui? Ça m'a appris pas mal de choses. Moi, je pense que surtout la gestion de la peur et du stress, c'est pas forcément facile au quotidien. Et je l'ai pas mal utilisé là sur mon projet mini, mais il faut bien se connaître. Je pense que l'essentiel c'est de se connaître, savoir comment on réagit et puis comment on passe au-delà de ces difficultés personnelles. Donc après Londres, ce sera Paris pour passer cette thèse à l'école polytechnique. Alors là encore, parce que aller chercher une thèse, passer un doctorat, tu avais quand même un peu une idée, ou alors c'était toujours, c'est ce qui me paraît opportun pour rester et graviter dans ce monde de la voile qui sera ton milieu. Et ben c'était plutôt ça parce que moi, ben, c'est ce que tu dis. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de rester proche du milieu de la voile. Et puis c'était une année Covid, donc c'était pas forcément évident. Le contexte n'était pas facile. Et on m'a proposé de faire une thèse dans cette école, qui était une bonne école. Je me suis tout de suite renseignée, j'ai vu que c'était possible de naviguer pas trop loin. Et puis en fait, je l'ai vu comme un travail, c'est-à-dire que j'aurais pu aller travailler dans un cabinet de conseil ou en ingénierie autre part, ou faire une thèse. Et je me suis dit, ben franchement, si ça me paraît de m'organiser, ça me permet de m'organiser comme je veux et d'être responsable uniquement de mon travail, c'est une très bonne idée. Je pense surtout que le sujet me semblait intéressant, le cadre était sympa, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'est ça que j'ai adoré en fait pendant mes 2 années de thèse, c'est que j'avais pas d'horaire. J'étais pas obligée de travailler de 9h à 18h ou quoi que ce soit. Il fallait que le travail soit fait. Et moi, c'est comme ça que je vis beaucoup. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans ce milieu. Et l'idée, pour moi, c'est le plus important, c'est pas combien t'as passé de temps sur quelque chose, c'est qu'est-ce que t'as pu réaliser. Et c'est vraiment ça que j'ai retenu de ces années-là. C'est que du coup, moi, parfois, j'allais naviguer en semaine et puis je travaillais le samedi. Ou inversement. Et parfois, j'arrivais très tard au labo parce que j'avais fait une petite nave le matin. Ou je partais plus tôt. Ou voilà, j'ai pu être très flexible et ça, c'était vraiment génial. Très flexible et ça fait de toi aussi quelqu'un de très organisé, j'imagine? Je pense qu'il faut être organisé, ouais, pour pouvoir faire pas mal de choses en même temps. C'est assez important. Donc cette période-là, si je me trompe pas, c'est donc la alors découverte, je sais pas, mais en tout cas, la navigation beaucoup en mode international. Hem, Ça va contribuer à ton amour-passion pour, les bateaux volants, cette histoire? Ouais, complètement. Moi, moi, depuis que les bateaux se sont mis à voler en 2016 sur la Coupe de l'Amérique, j'étais vraiment fascinée par ce monde-là et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse un jour. Mais le problème, c'est que c'est pas très facile, en fait, de rentrer dans ce milieu. C'est même très difficile, j'ai trouvé. Parce Qu'est-ce que que tu as trouvé d'ailleurs les barrières qui ont pu se présenter, les embûches, c'était quoi? moi, c'était surtout le coût d'achat de ces bateaux. Parce que je venais de finir mes études en tout cas d'ingé. Et puis c'est des bateaux qui, pour être performants, déjà à l'époque coûtaient très cher, alors maintenant c'est encore pire. Mais du coup j'ai réuni toutes mes économies, j'ai travaillé un mois, en fait j'ai trouvé un super job, c'était être prof de physique en ligne dans une université en Arabie Saoudite. Donc Oui, d'accord. le truc complètement lunaire, mais ça m'a permis d'économiser pas mal pendant 2 mois et m'acheter mon premier mote. Donc ça c'était génial. Mais même là, en fait, c'est comme si c'était un bateau vraiment pas cher. Il cassait tout le temps, il était pas performant, je faisais que bricoler. Donc c'était vraiment difficile, ce début en tout cas. Par contre, à l'opposé, ce qui est vraiment génial en tout cas dans la classe mode internationale, c'est l'ouverture d'esprit des gens et l'amabilité qu'il y avait. En fait, tout le monde était adorable. Moi, rapidement, je me suis rendu compte que je savais pas naviguer sur ces bateaux-là. C'était super technique, super compliqué. Et du coup, j'ai juste contacté la classe Mode France et ils m'ont dit, bah écoute, arrête d'essayer de naviguer dans ton coin, viens en régate. Moi, je leur ai répondu, je vais pas aller en régate, je sais pas naviguer. Enfin, ça semblait logique. En fait, ils ont dit, non, c'est pas grave, tu feras dernière à toutes les manches, mais tu vas nous imiter et tu vas apprendre. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je suis allée en Italie rapidement au bout de 2 mois. Et effectivement, je faisais la planche, hein, je dessalais, je ressalais, je dessalais, bon, c'était l'enfer. Mais en fait, les gens étaient vraiment adorables. Et à chaque fois que quelque chose cassait, ils venaient, ils m'aidaient à réparer, je repartais. En fait, je les suivais dans les traces pour apprendre à jiber. Bon, j'ai énormément appris à ce moment-là. Et je trouve ça génial, c'est que c'est une classe vraiment hyper ouverte, quoi. Tu t'es jamais découragée? Non, mais je pense que le contexte fait aussi que
c'est difficile de se décourager parce qu'il y a des champions olympiques, des personnes qui font la Coupe de l'Amérique qui sont là, et puis qui me parlent d'égal à égal. Moi, petite étudiante qui sortait de nulle part, ils discutaient avec moi. Alors au début, j'étais hyper impressionnée, puis je me suis rendu compte que c'est juste des gens sympas en fait, et hyper ouverts. Et du coup, ils me donnaient des petits tips, ils m'aidaient, et c'était génial. T'as une anecdote à nous raconter, une personne en particulier peut-être que tu as croisée de façon assez improbable et justement qui t'a parlé d'égal à égal ou qui t'a donné le conseil? Ah bah ouais, par exemple, moi ça m'a vraiment marqué. Donc j'avais un bateau vraiment pas en très bonne forme. J'ai rapidement réussi à changer pour avoir un Mach 2, donc un peu mieux parce que c'était un Blade Rider avant. Et puis là, j'arrive sur le parking de la deuxième régate avec mon Mach 2, et puis il y a Francesco Bruni qui arrive et qui fait: Salut Caro, oh t'as changé de bateau, c'est génial de voir autant de femmes naviguer et que tu t'investisses dans la classe et tout ça. Alors moi je pensais même pas qu'il savait que j'existais, parce que pour moi c'était quelqu'un d'incroyable que je regardais à la télé, enfin, que j'admire énormément, et là je me suis dit que c'était vraiment sympa en fait. Et puis pareil, Nathan Outridge, je l'ai croisé dans la rue juste avant, puis il avait des réactions pareilles, il me dit ah il y a des bonnes conditions aujourd'hui, ça va être sympa. Enfin, en fait je trouvais ça un peu difficile pour moi de parler à des gens aussi bons, connus, et que des gens que j'admire autant. Et en fait, pour eux, c'était normal de parler à tout le monde, d'être sympa. Je trouvais ça génial. À partir du moment où tu vas prendre la mesure de ce bateau-là, quel plaisir tu vas ressentir sur l'eau et comment les résultats vont-ils s'en faire ressentir? Ouais, je me suis rapidement rendu compte que c'était c'est le meilleur bateau du monde, hein, c'est génial. C'est un tout petit truc, ça fait 30 à 40 kilos. On le prend sous le bras, on le met à l'eau, et puis bon, c'est un peu une balançoire quand il y a pas d'eau, hein. Quand il y a pas de vent, c'est un peu difficile de rester dessus, mais dès qu'il y a un peu d'air, on décolle tout de suite. Et franchement, on devient tout léger d'un coup. Il y a aucune sensation à la barre, elle est vraiment toute fine. Et c'est juste la meilleure sensation du monde, je pense. Décoller comme ça, alors qu'il y a même pas 10 nœuds. Enfin, en fait, les bateaux, les mottes, ça décolle à 7 nœuds sans problème, et ça peut passer des moles à 6 nœuds. C'est juste dingue, je trouve. C'est des bateaux incroyables. En plus, moi, je suis légère, donc ça me permettait de décoller vraiment très tôt, et de me sentir voler comme un oiseau alors qu'il y avait pas de vent. C'était génial. Cette expérience-là, elle va conforter quoi chez toi et elle va te guider comment pour la suite? Elle a vraiment conforté l'idée que, pour moi, le foil, c'est le futur de la voile, le futur du monde nautique même, et j'ai vraiment envie d'en faire partie, tant au niveau innovation ingénierie que au niveau sportif. Et puis je me suis dit à ce moment-là que voilà, faut pas louper le train, c'est maintenant que ça se passe, et j'ai envie de continuer dans ce domaine-là. Et c'est justement pour ça que j'ai lancé mon projet mini à foil. C'est que j'ai vu que au large, en tout cas en mini, ça ne fonctionnait pas encore très bien. C'était pas un modèle prouvé, en fait, le foiler. Il y avait déjà eu pas mal de tentatives, hein, 12, mais aucun foiler n'avait réussi à gagner une course au large, en tout cas la mini transat. Donc je me dis, bah, en fait, moi j'ai envie de prouver que c'est possible. Alors ça va pas être facile, mais en tout cas j'ai envie d'essayer de faire partie d'un team qui va dessiner un bateau innovant et différent. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous enjoins à aller voir le film We Had the Dream, qui retrace justement l'épopée de Nicomatic et donc de la création et de l'imagination et de la naissance de ce bateau-là. On peut parler du trio que vous allez former justement avec Benoît Marie et Sam Manuard pour imaginer, créer et voir naître ce bateau-là, justement, ce mini à foil. C'est un trio qui s'est très très vite formé. En fait, c'était juste tellement logique, parce qu'on avait tous les trois les mêmes idées depuis le début. Alors moi j'avais beaucoup moins d'expérience, hein. Moi je débutais, j'avais juste fait un peu de motte, mais Benoît, après avoir gagné la Mini Transat en 2013, il s'était dit qu'il aimerait un jour refaire la Mini sur un bateau qu'il a conçu. Et depuis, il essayait de réunir toutes les idées qu'il avait depuis 10 ans sur le Mini, mais pas uniquement, parce qu'il a navigué sur plein de supports à foil différents. Donc toutes ces idées, il les avait au coin de sa tête. Et puis ensemble, enfin, du coup, quand je l'ai rencontré, on a décidé de lancer ce projet ensemble. Et puis, on a essayé de chercher un architecte qui dessinerait ce bateau. Et puis, on en a auditionné quand même 5 ou 6. Et on s'est rendu compte tout de suite qu'en fait, c'était tellement clair que ça devait être Sam. Lui aussi, il en rêvait de faire un bateau à foil. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti de mini. Dans le concept, il avait les mêmes idées que nous. Il avait envie de pousser tous les curseurs au maximum. Donc, ça a tout de suite matché. Et on s'est dit, au bout d'une semaine, de réflexion, que c'était sûr que ce serait Sam, il fallait qu'on y aille. Et Sam était incroyable aussi, il était très occupé en train de dessiner pas mal de bateaux pour le Vendée, et des classes 40 aussi en même temps et tout ça. Et puis il a
Il a dit oh non c'est pas grave, on va le faire. Et il a tout de suite pondu un concept avec lequel on était complètement d'accord et c'est allé vraiment très très vite quoi. Le bateau était dessiné en un mois, c'était génial. Ah oui, quand même. Et ça ressemble à quoi, justement, Caroline, la vie au quotidien, quand on a ce projet-là dans la tête et qui est en train de voir le jour? C'est hyper passionnant. Hein. Je vis Mini, je respire Mini. C'était vraiment tout ce dont je parlais avec tout le monde. Ah, je pense que pour mes amis qui font pas de la voile, c'était un peu fatigant. J'avais pas beaucoup d'autres sujets de discussion à cette période-là, mais franchement, c'est une période hyper passionnante parce qu'en fait, je suis en train de construire et de créer le bateau de mes rêves. Ça, je pense que c'est vraiment une énorme chance que j'ai eue. Justement, tu dis le bateau de tes rêves. Dans tes rêves, au départ, il devait ressembler à quoi? Et dans tes rêves, à l'arrivée, est-ce qu'il a ressemblé à ce que tu avais dans la tête? Je pense que comme j'avais pas fait beaucoup de mini, je savais pas exactement à quoi ça devait ressembler. Moi, ce que j'avais vu surtout, c'était les images de Chafoil, donc le 969, qui volait. Et ça, je trouvais ça, c'était des très belles images qui me faisaient rêver. Et je voulais essayer de faire ça, mais encore mieux, en poussant les curseurs encore plus loin, encore plus radical, pour voler aussi, déjà dans du vent beaucoup plus faible, un peu comme le mot, et puis aussi plus proche du pré, plus loin au portant. On a essayé de vraiment s'inspirer des petits bateaux sur lesquels on navigue pour transformer le mini en un vrai bateau volant. Alors, avant que vous n'y mettiez des feuilles, va y avoir cette année 2023, si je ne me trompe pas, où tu vas faire la mini sans les foils. C'est 2022. 2022, pardon, sans les foils, avec finalement assez peu de navigation sur le bateau. Il y a des images dans le film justement où on voit que bon, alors je dis pas que t'es pas sereine, mais en tout cas, on sent qu'il y a voilà une certaine appréhension. Il y a même un petit mot de Sam Davis hein, dans le film pour toi. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. Tu es dans quel état d'esprit justement avant le départ de cette mini où il y a finalement eu très peu de navigation sur le bateau? En fait, c'est un tout petit peu différent l'histoire. C'est que j'ai fait une année 2022 sans les foils. Et là, effectivement, j'avais très peu navigué. Je me suis juste qualifiée pour la mini et on a mis les foils juste avant la mini. Donc j'ai fait la mini avec les foils. Mais j'avais hyper peur. C'est sûr, l'année 2022 sans les foils, j'ai commencé par avoir super peur du bateau. Petit à petit, je me suis mise dedans, j'ai appris, je me suis améliorée, j'ai pris confiance en bateau. Et puis dès que j'étais vraiment à l'aise, j'ai gagné ma première course sans les foils, j'étais super à l'aise. On a mis les foils et là j'ai recommencé à zéro. Donc c'était de nouveau super difficile. Et puis c'était vraiment plus la même machine. Le bateau allait 10 nœuds plus vite qu'avant. Franchement, il fallait s'accrocher. C'était vraiment pas facile. J'ai pas mal pris peur, je dirais, au début. Et puis de nouveau, j'ai recommencé à l'apprivoiser petit à petit. Mais ça m'a vraiment mis vraiment beaucoup de temps avant de me sentir à l'aise. Et je partais sur la mini transat pas du tout sereine parce que j'avais jamais réussi à dormir sur ce bateau en volant. Et ça, c'était un peu, L'angoisse? ouais, une énorme angoisse. Je me suis dit, c'est pas possible de pas dormir pendant 15 jours. Donc, comment je vais faire? Et ouais, non, c'est sûr que ça me faisait très, très peur. Et puis, petit à petit, je me suis mise dedans. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est l'inconnu. Donc, c'est toujours avant d'y aller. Une fois que je suis lancée, là, je suis concentrée et ça se passe toujours bien. Parce que j'arrive à canaliser cette énergie pour essayer de prendre les problèmes un par un comme ils arrivent et ça se passe bien. Mais c'était ne pas savoir comment j'allais faire pour dormir, comment j'allais faire au large, parce que j'avais jamais fait de course au large. J'avais pas fait la SAS typiquement, que pas mal d'autres personnes avaient faite. Donc ça m'inquiétait beaucoup, mais ça s'est bien passé, même si j'ai eu pas mal de problèmes sur cette mini transat, notamment liés à l'électronique. Sur la première étape, j'avais pas d'énergie à bord, donc j'ai dû barrer pendant plusieurs jours sans dormir. Ça, c'était extrêmement dur. Et sur la deuxième étape, c'est mon pilote automatique qui ne fonctionnait pas. Je fais une escale forcée pour réparer, pour qu'il fonctionne à peu près, mais la traversée était très dure. Mais franchement, ça fait quand même partie de mes meilleurs souvenirs, malgré ça. Je pense que le cerveau efface les moments difficiles et ne garde que les bons. Et dès que je suis arrivée, je me suis dit que j'ai envie de repartir. Tu as senti que tu avais repoussé tes limites à quel point? Je pense que je ne les avais jamais repoussées aussi loin. Je pensais même pas, j'imaginais même pas que ce serait possible de faire ça. Et j'ai trouvé ça super dur sur le moment, mais absolument génial dès mon arrivée. Est-ce que tu peux nous décrire justement à quoi ça ressemble de naviguer au large sur un mini avec
avec des foils. Tu parlais de voilà le sommeil, c'est sûr qu'on a du mal à imaginer. Voilà, ça ressemble à quoi? C'est, c'est sportif. En fait, bon, le bateau, il passe très bien la mer, mais il faut savoir le régler. Donc, sur ma première transat, je savais absolument pas utiliser le bateau, donc j'ai vraiment appris au fur et à mesure. Et c'est vraiment l'année suivante où j'ai fait du large en pleine confiance. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de modes sur ce bateau. C'est un bateau très simple dans l'utilisation, c'est-à-dire que il peut pas démater parce que les bastacs sont pas obligatoires. En fait, on a des haubans qui sont très reculés. En fait, tout est très simple. Donc, en utilisation classique, c'est très facile. Mais pour bien l'utiliser, pour aller vite et se sentir en confort, c'est pas facile. Et il y a pas mal de petits réglages. Il y a beaucoup de réglages différents sur les foils. Et ce qu'il faut vraiment utiliser et savoir faire, c'est ne pas être trop gourmand. Donc, au début, moi, j'avais tendance à essayer de border, d'aller le plus vite possible, voler le plus haut possible. Mais dans la mer, c'est pas possible. Ça marche devant, enfin là, entre l'Orient et Groix, quand il y a du nord-est et c'est tout plat. Mais quand il y a des grandes vagues, en fait, il faut vraiment prendre ça en compte et il faut se mettre au niveau de l'état de la mer. Donc, si la mer est mauvaise, c'est pas grave, faut ralentir, il faut prendre son temps et faut vraiment vivre avec les éléments. Et c'est très important cette hauteur de vol, de bien la gérer et aussi de bien trouver la bonne assiette du bateau. Donc, c'est une grande force de ce bateau-là, mais ça peut aussi être une faiblesse si c'est mal utilisé. On peut jouer pas mal sur l'inclinaison en fait, ce qu'on appelle le rake, des safrans, qui permet de relever ou baisser le nez du bateau. Donc, typiquement, en motte, on navigue souvent un peu le nez vers le bas, ça va plus vite. Sauf qu'au large, dans des grandes vagues, il faut vraiment lever, sinon on enfourne. Et donc, ça, c'est vraiment les petits réglages à trouver entre le pré, le reaching, le portant. Et quand on a les bons réglages, le bateau est hyper facile. Et je trouve même plus facile que les bateaux sans foil parce qu'il permet, en fait, il pardonne plus. Typiquement, je peux naviguer sur toilette, c'est ce que j'ai fait sur la SAS, sans problème si je sors le nez du bateau. Donc ça m'arrive de naviguer sous Pimax alors que les choses sont sous Spimedium, juste parce que j'ai enlevé de l'incidence sur le safran. Et du coup, ça fait un peu braquer le bateau et je peux pas enfourner. Et ça, c'est vachement sympa, ça permet d'abattre plus. Donc il y a beaucoup de petites choses à trouver. Et quand on les connaît, le bateau, il est vraiment sympa, vraiment agréable. Tu nous as beaucoup parlé de réglages, de techniques et c'est bien normal sur un bateau comme celui-ci. Y a-t-il aussi, la place et bah, justement pour, l'aventurière qui passait sous les ponts, avec, sa famille, quand elle était, en Pologne? Est-ce qu'il y a encore ce plaisir-là et du temps pour ça quand on est sur un mini qui, du coup, va super vite? Ah bah complètement, parce que en fait, c'est le seul bateau du monde qui est comme ça. Donc, ce qui est génial, c'est que chaque jour, j'écris une page de plus sur le manuel d'utilisation et je défriche. Donc, j'ai l'impression d'être une vraie aventurière comme autrefois parce que, en fait, ce que je fais, personne l'a fait. Et c'est ça qui est vraiment génial aussi. Se dire que bah, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est normal, c'est le début. J'ai peur, bah, c'est normal, je suis sur un bateau vraiment difficile qui va très vite. Et je trouve ça vraiment dingue hein, de défricher, d'innover, de trouver des nouvelles voies. C'est vraiment impressionnant, je trouve, c'est génial. Tu vas me dire que c'est peut-être une histoire de simplement de caractère, mais ça te vient d'où justement, cette soif, d'innover, cette farouche volonté d'y aller, même si, voilà, il y a un peu de peur et que si ça marche pas, bah, ça marche pas, mais allons-y, quand même. Ça vient d'où ça? Je pense que ça vient de quand j'étais toute petite, j'avais vraiment peur de tout à l'époque. J'étais très peureuse et mes parents m'ont toujours dit en fait, ça allait m'handicaper. Et donc, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas bon d'avoir aussi peur que ça. Et je me suis forcée à faire plein de choses et qui ont eu du coup un effet assez inverse. C'est-à-dire que quand j'ai peur, maintenant, je sais que parfois il faut que j'aille parce que j'ai peur. Et ça, c'est un truc que je me force vraiment à faire. Et typiquement, un exemple que j'ai, c'est que j'ai vraiment pas mal le vertige. Et pour essayer de combattre le vertige, je me suis dit, tiens, je vais monter en haut d'un Volvo 65 sur son berre. Donc, Oui, bien sûr. j'étais complètement terrorisée, mais je suis redescendue et je me dis, bon, bah maintenant, un mini ou un autre bateau, c'est rien. Et je me suis souvent poussée un peu au bout de mes limites et je trouve que c'est ça qui permet ensuite de se sentir plus à l'aise sur d'autres choses et se sentir mieux dans sa peau, en fait. Tu sors grandi comment de cette mini? Ah, je pense que je suis très grandie. Ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi, au niveau, bah, à tous les niveaux. J'ai appris à combattre un peu mes faiblesses, jouer avec mes forces. Je pense que à terre, on est souvent dans notre petit confort et on se rend pas trop compte de nos limites
positives comme négatives. Et c'est vraiment en se mettant dans des situations d'inconfort extrême, comme là, typiquement, le bateau, faut dire, il tape énormément hein, dans les vagues. Il est pas facile, mais ça permet de se rendre compte de nos limites et on en apprend énormément sur soi et ça nous aide au quotidien, même dans la vie sur Terre. T'as réussi à dormir? J'ai réussi à dormir sur la Mini, ouais. Sans te cogner partout? Alors sur la Mini, c'était pas facile, hein, je me cognais encore pas mal partout, mais après sur l'année 2025, c'était 2024, là je dormais vraiment bien. Là pour le coup, je me sens à l'aise. Justement, cette année 2024, il y a alors la SAS à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, les sables, les Açores, les sables avec cette deuxième place dans la deuxième étape, avec surtout, enfin entre autres, pardon, ce record des 24 heures et cette voilà, c'est quand même écrit dans la pierre, c'est gravé dans la pierre maintenant. Il y a ce record-là, c'est-à-dire que vous avez réussi à repousser des limites. La satisfaction, elle a été grande à quel point justement d'arriver à repousser ces limites-là? Est-ce que ça prouvait que vous aviez eu raison? Est-ce que voilà, il y a quoi derrière ce nombre-là? Pour moi, c'était une énorme satisfaction et c'est vraiment je dirais pas du tout une satisfaction de performance pure, c'est une satisfaction de 4 ans de projet qui ont servi à quelque chose. Et j'ai eu pas mal de difficultés pendant ces 4 années, liées à vraiment plein de choses différentes, mais se rendre compte quand on avait raison que c'est un bateau qui pouvait aller plus vite et réussir à le prouver, c'est vraiment indescriptible, c'était génial comme sensation. Quand tu dis des difficultés, on imagine, hein, 4 ans de projet, c'est pas rien. Il y a quoi comme genre de difficultés? Parce que là, on parle des choses finalement très positives, puisqu'au final, il y a des très belles performances sur l'eau. Il y a aussi donc ce record là. On est confronté à quel genre de difficultés quand on mène un projet comme celui-ci? Il y a pas mal de difficultés différentes, un peu de tous les côtés. Nous, je pense que la principale difficulté, c'était tout ce qui était financier. On a eu de la chance d'être accompagné par Nicomatic qui a payé la construction du bateau. Donc c'est sûr que le bateau a coûté cher et ils l'ont financé, donc ça c'était génial. Mais c'est pas les dépenses se finissent pas au moment où on met le bateau à l'eau. C'est là qu'elles commencent en réalité. Et comme le bateau l'idée c'était qu'il soit différent et plus innovant, il allait forcément casser. On savait que, en fait, on l'avait même dessiné comme ça entre guillemets. L'idée c'était de faire un bateau léger qui fonctionne même dans le petit temps et petit à petit consolider quand il se mettait à voler, en fait, commencer à casser petit à petit les différentes pièces et consolider, mais réparer uniquement et rajouter du poids uniquement là où il fallait et pas partout. Et ça, c'était la difficulté de l'exercice, sachant que chaque pièce coûte extrêmement cher en voile. Et donc voilà, tout ça, ça nous a coûté très très cher. Donc on a essayé de chercher des sponsors différents, mais on a eu du mal à en trouver. Les 2 premières années, j'avais quasiment pas de sponsors. Ça a commencé à tourner la 3e année, mais c'était vraiment très dur. Donc moi, j'ai pris un gros emprunt personnel. Donc j'avais un peu la pression en mer, parce que c'était stressant de naviguer sur ce bateau-là. Et puis la pression à terre de j'ai un énorme emprunt, comment je vais faire pour le rembourser, sachant que je continue à dépenser. Donc ça, c'était une des grosses difficultés. Puis après, il y a toutes les difficultés un peu liées au quotidien. Je casse une pièce importante, il faut réparer pour repartir dans une course qui part dans une semaine. Enfin, toutes ces galères entre guillemets du quotidien qui sont pas forcément difficiles, mais qui étaient plus faciles pour nous parce que ça dépend un peu plus de nous. Et puis on a de la chance, on avait des super partenaires. Et ça, c'est vraiment, je pense, la force de ce projet, c'est que j'avais énormément de partenaires techniques qui réagissaient vraiment très très vite. Donc quand je cassais quelque chose, on la redessinait rapidement en interne, on la renvoyait en usinage et elle revenait vers nous quelques jours plus tard. Ou alors au niveau de la castillage, c'était pareil. Je cassais quelque chose parce on s'était trompé, on l'avait sous-dimensionné. Hop, Carver me renvoyait quelque chose. Tout était comme ça. On a vraiment des super partenaires, donc ça c'est génial. Et pas uniquement, il y a tous les gens autour du projet. Je pense que ça c'était la grande force, c'est ça qui m'a permis d'aller jusque là où je suis arrivée. C'est que ce projet était très mal financé sur la saison. Par contre, il a attiré que des gens positifs et passionnés. Et ça, c'était incroyable. J'ai plein de jeunes qui sont venus, et même des lycéens, hein, qui sont venus passer leurs étés à nous aider à bricoler sur le bateau, gratuitement, juste pour aller naviguer 1 ou 2 fois, et puis parce qu'ils y croient aussi, en fait, au foil, ils veulent dessiner l'histoire, le futur de la voile avec nous, donc ça, j'ai trouvé ça génial, et c'est surtout ça, en fait, la force du projet, je pense, et c'est ça qui me
qui me donnait envie de continuer dans les moments un peu durs, c'était de me dire, en fait, je fais pas ça que pour moi. Moi, sur le bateau, je suis seule, mais derrière, il y a énormément de monde qui croit comme moi en ce concept, en ce bateau, et qui sont derrière. Il faut le faire aussi pour eux. C'est pas que pour moi qu'il faut traverser. Et ça, je trouve ça génial. J'étais portée par toutes ces personnes. C'était super. Est-ce que, au-delà des personnes qui t'ont porté justement, pendant ces 4 ans et autour de ce projet-là, hem, est-ce que toi t'es sentie, portée par, des idoles, un peu plus quand tu étais un peu plus jeune ou, même encore, aujourd'hui? Alors, je pense à Samantha Davis parce que c'est vrai qu'on la voit dans le film, We Had a Dream, hein, qui te fait un petit mot justement avant la première course. Hem, Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspirée? Bah justement, c'est ce que j'allais dire avant que tu finisses ta phrase. C'est justement, moi, c'est Sam Davis qui m'a le plus inspirée parce que bah, c'est quelqu'un qui est multinational comme moi, qui est hyper motivée et puis elle a vraiment réussi à performer dans un milieu d'hommes. Enfin, moi, depuis toute petite, c'est mon idole. Et c'est là que je me suis sentie, mais vraiment, enfin, j'ai eu énormément de chance. Je lui ai demandé de devenir la marraine de mon projet et elle a accepté. Et là, je me suis dit que enfin, j'étais trop contente. Et c'était un très très beau symbole pour moi. Je me suis sentie vraiment bien accompagnée et puis elle m'a beaucoup aidée aussi sur le lancement de mon projet. Donc j'étais vraiment hyper heureuse que quelqu'un d'aussi inspirant et aussi bon dans ce qu'elle fait bah, accepte de me suivre. Quel est le conseil, qu'elle t'a donné qui te suivra, pour toujours? Fais-toi plaisir. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est qu'en fait, on a le plus beau métier du monde. Ça peut aussi être le plus difficile par moment, mais en fait, on l'a choisi, on est là pour ça et on vit des trucs incroyables. Donc, il faut le vivre à fond et pas abandonner. On a une chance inouïe d'être là et faut en être conscient, quoi. D'être, née, franco, polonaise, d'avoir, étudié, en Angleterre et puis à Paris, d'avoir mené ce projet-là, ce multiculturalisme, si je puis dire, ça met combien de cordes, à son arc quand on commence? Je pense que ça m'aide pas mal, effectivement, parce que du coup, je suis allée chercher des partenaires dans différents pays. J'ai eu la chance, du coup, d'être relayée aussi dans des magazines ou des journaux dans différents pays aussi, parce que j'ai pu répondre à des interviews en polonais, en anglais, en français. Donc ça, c'est sûr que ça m'a bien aidée. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc, comme j'ai eu grâce des articles dans pas mal de pays, j'ai pu dire à mes partenaires ou à ceux que je démarchais bah, que du coup, j'ai une visibilité internationale. Donc, forcément, ça a ramené plus de partenaires. Donc, c'est tout un cercle vertueux. Et je pense que c'est sûr que c'est important de parler les langues et puis d'essayer d'utiliser autant que possible ses atouts, quoi. 2025, donc on l'a dit, la barre, du mini, c'est Benoît qui va l'avoir, entre les mains. Benoît Marie, toi tu vas rester sa co-skippeuse et puis surtout tu as été, passé pardon les sélections pour, Cap Pourelle, pour, la transat, du café, L'Or. Vous étiez 13 candidates, au départ. Alors c'est de mieux en mieux, hein, parce que je regardais, il y en avait 4 en 2021, 10 en 2023, donc ça prend. Ça a ressemblé à quoi, ces sélections, Caroline? Ça s'est fait en pas mal d'étapes. Donc la première étape, c'était déposer un dossier avec une vidéo et un budget, un CV, et voilà toutes les informations sur nous. La deuxième étape, c'était le vote du public. Donc notre vidéo a été mise en ligne et le public choisissait son équipage préféré. Alors dans la vidéo, par contre, c'est quoi? On se présente, faut être un peu original, faut être classique. C'est quoi l'histoire de cette vidéo? Ben, c'était assez libre en fait en format. Il y avait juste une limite de temps. Je me souviens plus, c'était entre 1 minute et demie et 2 minutes, je crois. Mais c'était assez court. Et puis, on faisait un peu ce qu'on voulait. Donc, il y a eu des vidéos très originales, j'ai vu, qui ont été mises en ligne. Ils ont choisi les 6 meilleures à mettre en ligne, en fait. Donc, sur les 13, il y en a 6 qui ont été mises en ligne. Et puis, il y a eu vraiment un peu de tout. Nous, on a fait assez classique, je pense, parce que c'était une présentation de nous. En fait, on se présentait l'une l'autre. Donc, moi, j'ai présenté Aina et Aina me présentait avec des images de mer, de nous deux qui naviguions chacune de notre côté. On a parlé de notre rencontre et puis de nos valeurs et de nos motivations qui sont les mêmes en fait. On veut essayer d'apprendre un maximum de marins expérimentés et différents pour un jour essayer de faire le Vendée Globe, c'est notre rêve. Donc on partage ça. Et donc ça c'était une petite vidéo qui a été retenue, donc ça c'était sympa. Et la dernière étape c'était les 3 meilleurs passer les entretiens.
avec tout un jury. Le panel était très grand. Il me semble qu'il y avait 8 personnes dans le jury. Et là, on nous a posé pas mal de questions différentes. On a aussi fait une petite présentation. Et on a appris 1 heure plus tard qu'on était sélectionné, mais il fallait garder le silence jusqu'au vendredi. Et donc on était trop contente avec Aina, c'était génial. Où est-ce que vous avez fait mouche, à ton avis? Ah, je sais pas, c'est difficile à dire. Hein. Ça, je sais pas trop, ouais. On a fait de notre mieux. On a tout donné. Bon, on fait pas les choses à moitié. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux et comment vous allez vous compléter sur ce classe 40 pendant cette transat? On s'est rencontrés du temps où je faisais du mot. Donc ça remonte il y a plusieurs années. En 2021, on avait fait un stage d'entraînement féminin juste avant les championnats du monde. Et donc moi j'étais là-bas, Aina aussi, on s'est rencontrés, on s'est super bien entendu tout de suite. Puis on est devenus assez copines, on s'entendait bien et on a continué à se suivre. Puis tous les deux on rêvait de faire du large, donc on a continué chacune de notre côté en mini. On est resté en contact et là c'est Aina qui est venue me chercher juste avant la sélection en me proposant d'être sa co-skippeuse. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour postuler avec elle. C'était un peu l'idée de cette année, c'était de faire moins de mini pour me laisser l'opportunité de saisir justement des possibilités d'aller naviguer sur d'autres supports avec d'autres personnes. Et je pense qu'on est vraiment très compatibles parce que on est toutes les deux combattantes, je dirais. Mais Aina a plus d'expérience que moi en classe 40, beaucoup plus. Par contre, moi je suis française, donc je peux aussi aider un peu à tout ce qui est communication, même si elle parle très bien français. Je pense on a les mêmes valeurs, ça c'est assez important, je pense, c'est qu'on est là toutes les deux pour apprendre. Donc l'idée c'est d'essayer de performer autant qu'on peut, sachant qu'on n'a jamais fait de transat ou de grandes courses en classe 40. Et là on a fait des petites. Donc voilà, on est là pour les mêmes raisons et c'est ça qui est génial. Faire cette transat-là, quoi, 27 ans, ça va? Tu te sens bien dans ta phase de progression, toi qui veux aller vite? On est pas mal? Ça va, je suis pas trop en retard, je pense. Non, mais c'est sûr que je suis trop contente de pouvoir faire ça tout de suite après le mini. C'était la prochaine étape pour moi. Je savais pas si ce serait possible cette année. J'avais très envie, mais c'est clair qu'après la mini transat, pour moi l'étape suivante c'est la transat Café l'Or en double en plus, donc ça permet d'apprendre, de s'entraider sur un bateau qui est plus grand avant d'essayer de faire un Rome en 2026 en solo. Tu penses quoi des quotas justement, puisque je pense à sélection Cap pour elle, en tout cas de ces opportunités qui sont de plus en plus données aux femmes. Alors il y a ça, alors tu parlais de la Coupe de l'Amérique, il y a la Women America's Cup, il y a le CLGP aussi, il y a les sélections Océane qui sont faites aussi pour le Figaro. Euh, Passage obligé, dommage que ce soit un passage obligé, tant mieux si c'est un passage obligé pour qu'il y ait plus besoin pour plus tard. Tu te positionnes comment? Plutôt le deuxième. Donc, dommage que ce soit pas un passage obligé. En fait, moi, je pense qu'à la base, j'ai pas mal évolué dans ma réflexion là-dessus. Au début, j'aimais pas trop l'idée parce que je voulais être choisie pour ma performance et qui je suis, plutôt que parce que je suis une femme et il faut trouver des femmes pour boucher les trous. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Et puis après, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça permet de lancer les carrières. C'est-à-dire que, ok, cette fois-ci, je suis sélectionnée parce que je suis une femme et pas parce que j'ai ma place, mais du coup, ça me permet de faire quelque chose que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu cette opportunité-là. Et du coup, la prochaine fois, eh ben, je serai sélectionnée peut-être pour mon expérience, parce que du coup, j'ai pu faire ça. Donc, je pense que ça permet peut-être d'accélérer. On parle de vitesse, mais c'est peut-être, tu vois, c'est ça. C'est peut-être d'accélérer mon arrivée ou l'arrivée de différentes personnes dans un milieu. En fait, ça rend les choses plus faciles, même si c'est un peu dommage entre guillemets qu'au début ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'est sûr que chacun préfère être pris pour qui il est plutôt que parce qu'il y a un quota. Oui, là, en l'occurrence, c'est aussi une façon de voilà, vous mettre le pied à l'étrier et que voilà, c'est des opportunités qui font que voilà, notamment, tu seras au départ de cette transat cet automne. Euh, Tu as évoqué comme ça très rapidement le Vendée Globe. J'allais te demander les rêves. J'imagine qu'il y en a un paquet encore dans ta tête. Ça ressemble à quoi les différents rêves? Ouais, c'est sûr que j'ai pas mal de rêves différents. Un de mes rêves, c'est le Vendée, ça c'est clair. J'aimerais bien le faire sur un beau bateau à foil, forcément. Et dans mon rêve ultime, ce serait qu'on le conçoive en interne,
qu'on monte une équipe pour le construire et puis ensuite que je cours dessus. Ça serait génial. Mais il y a une autre course qui m'attire énormément, c'est The Ocean Race autour du monde. Ça, je pense que ça doit être aussi incroyable comme expérience parce que en fait, j'aime beaucoup l'équipage parce que ça permet de rester performant tout le temps. Quand on est en solitaire, on a forcément des moments où on doit se reposer, on doit ralentir un peu le bateau, plus ou moins, hein, mais on navigue pas de la même manière que quand on est plusieurs à bord. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup les courses en double en mini, c'est que il y a quelque chose de beau, je trouve, de mener toujours à 100% notre bateau, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi participer à The Ocean Race en 2027. Ça, ce serait incroyable. T'as déjà commencé à envoyer des CV? Pas pour cette course-là. J'avais commencé pour The Ocean Race cette année, mais pas pour 2027 encore. Je pense que c'est peut-être un peu tôt. Les bateaux, les gens, voilà, les équipages sont pas encore formés à mon avis. Après, je me trompe peut-être, mais faudra peut-être que je m'y mette. Caroline, tu as hâte de quoi? J'ai hâte de retourner sur l'eau. Moi, c'est ça que j'adore naviguer. Alors malheureusement, dans notre métier, on fait pas ça tout le temps parce que on est un peu entrepreneur au final. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a de la gestion de partenaires, il y a pas mal de techniques, il y a du bricolage. Mais le meilleur moment, c'est d'être sur l'eau avec un beau coucher ou lever du soleil, avec les dauphins. C'est incroyable ces moments-là. Quand on t'entend, moi j'ai aussi la chance de te voir. Alors je peux dire à nos auditeurs, auditrices que depuis 50 minutes, tu n'as cessé de sourire. Je ne sais pas comment tu fais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. En fait, les limites qu'on a, c'est celles qu'on se met. Donc je pense qu'il faut oser y aller. Et puis si ça marche pas tout de suite, ça finira par marcher. Mais moi, je me dis toujours, il faut viser très loin pour arriver un peu loin, en fait. Donc il faut se lancer à fond, faire de son mieux, et puis on finira toujours par réussir quelque chose dont on sera très content. Viser très loin pour arriver un peu loin, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Je vais le noter, c'est pas mal. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été l'invitée de Navigante. Merci pour ton temps. On va te souhaiter d'abord de bons entraînements en classe 40 et puis une très belle route du café L'Or, transat du café L'Or, pardon. Et puis on sera derrière toi pour ce départ-là. Bah, c'est génial. Merci beaucoup pour ton temps, d'avoir pensé à moi, et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.